On va commencer, le gong a sonné 14 heures. Je suis Marion Boudon-Machuel, la directrice des études et de la recherche de l'INHA et je suis ravie de vous accueillir pour cette séance qui est très attendue dans les journées européennes du patrimoine à l'INHA. Des journées, vous savez, qui cette année, pour la 41e édition, sont consacrées au patrimoine maritime, au patrimoine des itinéraires, réseaux et connexions. Et il va en être question dans certaines des prestations d'aujourd'hui. Alors, je fais un petit peu de publicité parce que là, vous êtes tendus, mais ensuite, vous allez pouvoir profiter aussi des journées sur le site de l'INHA. Il y a à la fois tout ce qui se passe dans le site même de la Galerie Colbert, mais aussi de l'autre côté avec cette magnifique bibliothèque qui est la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art. On en est fiers et très belle avec sa salle Labrousse. Donc on vous invite à poursuivre et à visiter, à profiter des conférences, des ateliers, de tout ce qui se passe sur ce site. Et évidemment, là, le point le plus important, c'est les rencontres d'aujourd'hui, puisque vous allez entendre 21 étudiants et étudiantes présenter leur sujet de master en 180 secondes, ce qui est un défi, avec donc des étudiants de Master 2 qui soit ont soutenu avant l'été, soit sont encore en soutenance dans ce mois de septembre, mais vont soutenir de manière imminente. 21 candidatures qui ont été sélectionnées sur 40. Donc c'est déjà une première sélection et une première qualité pour ces présentations. Ce sont des étudiants qui viennent d'universités de toute la France, en l'occurrence pour la promotion de cette année, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l'Université de Nanterre, de l'École du Louvre, de l'École pratique des hautes études, de l'Université Paris-Nanterre, de l'Université de Lille, Sorbonne Université, l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès et l'Université de Franche-Comté. Ce qui leur est demandé, je sens une tension sur mon côté droit, ils sont tous réunis, c'est évidemment de respecter les 180 secondes, mais c'est aussi d'être les avocats de leur sujet, ça veut dire d'être capable de le défendre, de le transmettre à un très large public, on ne parle pas qu'à des spécialistes, loin s'en faut, à être clair, à être convaincant. Donc il y a aussi toute une prestation physique, orale, à laquelle ils ont été formés grâce à une formation qui a été coordonnée par Mathilde Desbois de la Roche, qu'on remercie vraiment pour cette organisation. Un entraînement qui va leur servir aujourd'hui, mais qui va évidemment aussi, ils le savent et ils en feront l'expérience, leur servir pour la suite dans leur vie professionnelle. Et on espère aussi pour la thèse, parce qu'on compte toujours à ce que ces étudiants en Master 2, brillants, continuent dans la recherche. Et pourquoi pas participent à la thèse en 180 secondes du Festival d'Histoire de l'Art. Il faut garder ça en tête. Ce n'est pas parce qu'on a participé aux 180 secondes du master qu'on ne peut pas le retenter pour la thèse. Et on vous attend aussi sur ce terrain-là. Ces candidats et candidates, aujourd'hui, candidates pour 3 prix. 2 qui sont les prix du jury de l'Institut national d'histoire de l'art, d'un montant chacun de 1 000 €. Qui sont des prix que l'on peut organiser grâce au soutien d'une part d'Étienne Breton, qui dirige Saint-Honoré Art Consulting, de la Fondation pour l'art et la recherche, et des prix qui sont décernés, et je les remercie, par 3 membres du jury, qui sont assis au 2e rang et qui vont statuer, écouter et choisir à qui ils vont remettre ces prix. D'une part, Alice Fleury, qui est directrice des collections au Palais des Beaux-Arts de Lille, un très beau musée, très grand musée. On remercie d'être là, et d'ailleurs je crois qu'il y a une candidate de Lille donc qui se présente aujourd'hui. Marie Tchernia-Blanchard, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporaine à Rennes 2 et qui est aussi directrice des archives de la critique d'art, un partenaire à Rennes depuis des années essentiel pour l'Institut. Et enfin, Romain Thomas, qui est maître de conférences en histoire de l'art moderne
à Paris-Nanterre et qui est également conseiller scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, spécialiste de la période moderne et porteur lui aussi de programmes extrêmement riches. On en reparlera à l'occasion, mais tout ça pour vous inviter aussi à suivre les actualités de l'INHA. Un troisième prix a été rendu possible et est rendu chaque année possible par le Quotidien de l'Art, dont son directeur, rédacteur en chef, Raphaël Pic, et nous fait l'honneur d'être là également aujourd'hui. Et c'est un prix qui, cette fois, va être remis par vous, la salle, le public, et également le public qui est en ligne. Vous allez voter et c'est vous donc qui décernerez ce prix du Quotidien de l'Art. En l'occurrence, c'est un prix qui consiste en la publication du texte de l'intervention, donc c'est déjà une première diffusion de votre recherche dans le Quotidien de l'Art, et à 1 an d'abonnement, donc pour le lauréat ou la lauréate. Et toujours grâce à notre partenaire, le Quotidien de l'Art, tous les participants vont en outre repartir avec 3 mois d'abonnement à la publication. Donc je remercie encore le Quotidien de l'Art par son directeur. Voilà, on va vite ouvrir la séance. Ça va durer à peu près 1h30. Je vais laisser la parole maintenant à Lucie Grandjean. Et il ne faudra pas oublier de revenir à 16h pour qui sera le moment de la publication des résultats. Merci beaucoup. Bonne séance. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre première candidate. Écoutez, Alessia Damioli, qui est étudiante à l'École du Louvre et à la Scuola Normale Supérieure de Pise, et qui va nous parler de son master intitulé Maria Grandinetti Mancuso, être une artiste femme en Italie dans l'entre-deux-guerres. Des fruits, des tasses, des casseroles, des nappes, mais également beaucoup de fleurs, ainsi que les portraits de ses proches. Ce sont les objets et les sujets qui entourent quotidiennement Maria Grandinetti Mancuso et qu'elle choisit comme sujet privilégié de ses peintures. Pourquoi ? Comment expliquer ces choix iconographiques et quelle différence y a-t-il, par exemple, avec les natures mortes de Paul Cézanne, de Giorgio Morandi ou encore de Giorgio de Chirico. La différence réside dans l'effet que la focalisation sur le monde des objets de Grandinetti Mancuso est fortement liée à la condition de relégation dans l'enceinte domestique imposée aux femmes dans l'entre-deux-guerres et à la nouvelle identité des genres qui leur est assignée par les régimes fascistes, celle des mères et d'épouses exemplaires. L'espace domestique devient ainsi le seul espace d'expression possible, façonnant l'imaginaire poétique et la production picturale des femmes artistes. Par conséquent, nous constatons que les genres interviennent dès la création de l'œuvre d'art dans l'atelier, si l'artiste dispose, comme le disait Virginia Woolf, d'une chambre à soi, et continue ensuite à avoir un impact au moment de l'exposition de l'œuvre qui passe par les circuits publics d'exposition réservés aux femmes et enfin au moment de sa réception connotée dans la grande majorité des cas par des adjectifs de genre réservés avec un certain mépris aux œuvres artistiques des femmes. Cet aspect le retrouve en effet dès les origines de l'écriture de l'histoire de l'art, comme en témoigne Giorgio Vasari qui qualifiait de donnesca grazia, grâce féminine, les œuvres de Properzia de Rossi. Alors, une analyse des conditions sociales de production et d'exposition est donc nécessaire non seulement pour expliquer l'exclusion de Grandinetti Mancuso et d'autres femmes artistes du canon de l'histoire de l'art, mais aussi pour expliquer la récurrence de certains thèmes iconographiques dans ses œuvres, permettant ainsi une contextualisation précise et une réévaluation adéquate de son travail. Une réévaluation nécessaire
comme nous les rappellent les peintres et sculpteurs Roberto Melli, qui définissait l'artiste la plus forte peintre italienne. Ou encore l'artiste Alberto Savinio, qui parlait de Maria Grandinetti Mancuso comme la peintre du miracle. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Alicia. Voilà. On espère que ça va rester comme ça jusqu'au bout. Je déteste stopper les candidats et candidates. Maintenant, nous allons accueillir Louise Baranger, qui est étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui va nous parler de son mémoire, l'étude topographique et architecturale, le cas de la rue Saint-Denis et de ses alentours au Moyen-Âge. Vous êtes-vous déjà posé la question de ce à quoi ressemblait Paris au Moyen-Âge, et plus particulièrement la rue Saint-Denis ? Ou encore, si les constructions d'une enceinte militaire ont-elles pu avoir un impact significatif sur la vie des habitantes et des habitants ? Si ces questions peuvent sembler de prime abord anecdotiques, il est cependant nécessaire de se les poser afin de comprendre l'évolution de la topographie parisienne et plus généralement les études sur la ville de Paris. Cette recherche, portant sur une vaste borne chronologique, traite du XIIe au XVIe siècle, l'enclavement d'une partie de l'enceinte de Philippe Auguste, et entre l'enceinte de Philippe Auguste et celle de Charles V. Excusez-moi. La porte de l'enceinte de Charles V, de Philippe Auguste, est l'une des principales entrées dans Paris. Elle mène alors vers la basilique Saint-Denis, au lieu du Moyen-Âge. Quant à celle de Charles V, qui revêt une kyrielle de symboles, est alors même nommée porte royale au XVIe siècle. Et en raison des manifestations royales et politiques de son temps. Excusez-moi. Alors, une ultime question peut alors être posée. Qu'a-t-on fait de ces vestiges ? À l'image de la tour Jean sans peur et du mur de l'enceinte de Philippe Auguste lui attenant, il est possible de voir les nouveaux usages qu'on lui a accordés. Tantôt espace muséal, tantôt faisant partie du paysage urbain, il est encore possible aujourd'hui de voir ce passé du présent. Alors, lors de vos prochaines visites à Paris, n'hésitez pas à lever les yeux vers le ciel afin de voir ces vestiges. Comme nous pouvons le voir sur cette enluminure de Jean Fouquet, se nommant Entrée de Charles V dans Paris, datant des environs de 1455, il est possible de voir ces manifestations politiques. Cette recherche topographique et architecturale de la rue Saint-Denis et de ses alentours permet donc de s'extirper de cette vision du Moyen-Âge fantasmé, parfois édulcorée, et de cet imaginaire de la ville sale et poussiéreuse qu'il est alors coutume d'associer à cette période. Cher public, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais maintenant demander à Marie Bouchard de venir. Et elle est étudiante aussi à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et elle va nous parler de son travail sur les voyageuses et les pratiques photographiques aux colonies d'Afrique française, panorama et études comparatives des corpus d'artistes, photojournalistes et ethnologues. Bonjour à toutes et à tous. Cette femme qui pose en habit d'exploratrice, appareil photographique à la main, ne vous dit sans doute rien. Cette voyageuse, c'est Madeleine Delier de Bello, artiste céramiste connue en son temps, qui change de carrière à l'aube des années 30. Partant en Afrique avec les missions catholiques, elle rapporte de son périple une multitude de photographies, abandonnant l'art pour le photojournalisme et l'ethnographie, au moment même où ces deux disciplines sont à leur apogée. Mon travail de recherche de Master 2 a eu pour but de dresser un large panorama des pratiques photographiques de femmes métropolitaines aux colonies d'Afrique entre 1930 et 1950.
Cette réflexion découlait de mes recherches de Master 1 consacrées aux artistes partant aux colonies. Je constatais alors que la plupart rapportaient énormément de photographies. J'ai donc voulu exhumer ces productions photographiques inconnues et étonnamment fleuves d'artistes coloniales au regard de celles de leurs contemporaines, photojournalistes et ethnographes qui pratiquaient la photographie de manière professionnelle. Toutes réunies sous le terme de voyageuses, elles se professionnalisent dans le secteur de l'aventure, alors encore essentiellement masculin. J'ai donc voulu déceler les points communs, mais aussi les singularités des profils. En me concentrant sur des corpus de photographes connus, méconnus et inconnus, j'ai voulu faire découvrir, redécouvrir, mais aussi valoriser les productions et les parcours. Après de longues recherches en archives privées et publiques, mon petit club d'une dizaine d'exploratrices a enfin vu le jour. Ces dernières m'ont accompagnée jusqu'à la soutenance, ce qui ne fut pas de tout repos. C'est entouré de cette petite société que j'ai pu constater toute la perméabilité qui existait entre les profils et les productions. Ce sont notamment les photographes amateurs et ici les artistes qui donnent corps à cette porosité. Elles diffusent en effet leurs photographies dans la presse et la littérature viatique à l'image des photojournalistes ou réalisent des travaux ethnographiques pour de grandes instances scientifiques comme le Musée de l'Homme à l'image des ethnographes. La pratique des photographes amateurs se jouxte alors à celle des professionnels dont elles adoptent les manières de faire et les modes de diffusion. Cette photographie nous a été donnée par l'arrière-petite-fille de Madeleine Delier de Bello. La voyageuse la réutilise dans diverses productions écrites et notamment dans son journal de bord, publié en roman. Par sa position et son habit, elle affirme sa profession nouvelle de photojournaliste et s'émancipe de sa condition de femme en métropole par le voyage et l'utilisation du médium photographique. Par cette étude, j'ai voulu valoriser des fonds délaissés par les institutions publiques qui les conservent, mais aussi des fonds privés inconnus, ce qui m'a permis de faire de la recherche autrement, en retrouvant et en me rendant chez les familles. Je suis à mon tour devenue l'exploratrice de leur tiroir, regorgeant d'archives précieuses, les descendants étant heureux de voir les travaux de leurs aïeuls ainsi valorisés. J'ai voulu, à mon échelle, redonner une place à ces photographes dans la grande histoire de la photographie. Cher public, je vous remercie pour votre écoute. Donc, je vais maintenant demander à Elsa Chambiron de venir sur scène. Elle a soutenu son mémoire à Sorbonne Université autour de la question de l'érotisme dans les arts de Fontainebleau, avec une approche iconographique, artistique et stylistique des estampes Bellifontaine. Mesdames et messieurs, notre histoire se déroule à Fontainebleau, dans la Nueva Roma de François Ier. C'est ici que l'on voit réapparaître en France les premiers nus. C'est ici aussi qu'apparaît pour la première fois en France la gravure à l'eau forte, une technique d'impression en creux. Couchés sur le papier, les corps se dénudent, se dévoilent, se rapprochent et s'accouplent. Mais cette ivresse joyeuse a également son revers, la violence. Les nombreuses scènes de représentation de rapt et de violences sexuelles entre les sexes invitent à s'intéresser à l'ambiguïté de l'érotisme bellifontain. Passion et effroi, chasteté et luxure, vie et mort s'entrelacent dans cet art érudit et aristocratique. La mythologie y agit comme un voile. Elle libère l'image de son caractère licencieux. Le traitement plastique et esthétique des corps nus favorise l'épanouissement de ces modèles érotiques bellifontains où cohabite la violence. Saisir la sensualité du corps humain est un défi artistique et technique pour le graveur. Contrairement à la peinture qui mobilise la couleur et les nuances pour modéliser les formes, le graveur doit développer son propre langage, un langage uniquement graphique, basé sur la ligne et le trait. L'image exceptionnelle qui se trouve derrière moi est une eau-forte de Léon d'Avant, qui à l'origine était peinte sur un décor de cheminée, aujourd'hui disparu, dans le cabinet royal de François Ier, à Fontainebleau. Sémélé est représenté la tête rejetée en arrière, inerte, les bras tombants. Primatis a fait le choix de représenter la pénétration presque frontalement. L'accouplement est ici synonyme de mort. Sémélé est enflammé par Jupiter.
Je vous remercie. Je vais maintenant inviter Sarah Defort, qui est étudiante à l'École du Louvre, pour nous parler de son mémoire « Transmutation picturale des alchimistes dans la peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle, du savant fou à l'artiste savant ». Mesdames, Messieurs, bonjour. La première image qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'alchimiste est celle d'un savant fou seul dans son laboratoire. Mais d'où nous vient cette image ? Eh bien, elle est née au XVIIe siècle, lorsque se produit un phénomène oublié de l'histoire de l'art, l'engouement aux Pays-Bas pour les représentations d'alchimistes dans leur laboratoire. L'ambition de mon mémoire est de mettre en lumière la richesse de ces tableaux, en attirant l'attention sur le statut ambivalent de l'alchimie dans l'histoire des sciences, la littérature et les arts. La popularité de ce sujet traité par d'importants peintres flamands et hollandais manifeste la fascination des artistes pour cette figure qui se situe entre le magicien, le charlatan et le savant. Ces tableaux sont d'abord héritiers de deux types iconographiques établis au XVIe siècle. La satire de savant fou par Peter Bruegel l'Ancien et de l'autre, l'éloge de laboratoire proto-industriel. Mes recherches participent à la déconstruction de l'idée d'un XVIIe siècle purement cartésien, dans la mesure où l'alchimie a joué un rôle important dans la révolution scientifique. Elle a d'ailleurs alimenté la réflexion de certains artistes, comme Rubens, qui s'est inspiré de théories alchimiques pour sa théorie de la figure humaine. Mais ces tableaux sont aussi très drôles et relèvent de la comédie. Ils sont influencés par le théâtre et la commedia dell'arte, comme chez Jan Steen. Et pardon. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, la honte. Pardon. Oui, les laboratoires d'alchimistes participent font souvent l'analogie avec l'atelier de l'artiste. Et donc, David Ténier le Jeune, que vous voyez derrière moi, l'un des peintres flamands les plus importants du XVIIe siècle, se représente lui-même en alchimiste. Il aurait peint plus de 350 tableaux sur ce sujet avec son atelier, et il nous interroge d'un regard complice sur le contenu de sa fiole. Pratique-t-il une horoscopie, ou bien tiendrait-il l'or liquide et l'élixir de vie fabriqué par les alchimistes, ou bien s'agirait-il tout simplement de l'huile employée par le peintre? Dans tous les cas, le peintre s'affirme comme un nouvel alchimiste. Et le peintre savant, ici, le Picteur Doctus, nous dit que, contrairement à l'alchimie, c'est l'art-chimie de la peinture qui permet d'atteindre la gloire par la transmutation des couleurs et de l'huile par le pinceau. Je vous remercie de votre attention. Malheureusement, je ne peux pas souffler les réponses. Je n'ai pas les textes. J'invite maintenant Cécile Drouet à nous rejoindre pour nous parler de son mémoire qu'elle a soutenu à l'École du Louvre sur l'historiographie de la réception des porcelaines chinoises bleues et blancs en Occident. Laisse la parole. Bonjour à tous. La première fois que j'ai vu cette peinture de Rossetti, j'ai été absolument frappée par la beauté de la porcelaine bleue et blanc que j'ai vue au premier plan. Une porcelaine qui se singularise tellement que j'ai cru y voir le sujet principal du tableau. Et je me suis alors posé une question. Je me suis demandé, mais finalement, comment cet objet a-t-il fini par se retrouver là ? Et comment un objet chinois a-t-il fini par se retrouver dans un intérieur victorien ? Je me suis ensuite demandé, pourquoi cette femme aurait-elle voulu se faire représenter, faire immortaliser son portrait en présence d'un tel objet ? Alors, je ne suis évidemment pas la seule à me poser ce genre de questions, et j'ai compris au cours de mes recherches que la question de la réception d'un objet peut être abordée d'une infinité de manières selon l'angle d'analyse que l'on va apporter. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment différents angles de recherche, différents regards peuvent éclairer la signification de cette porcelaine ici. Donc, par exemple, au début, je me suis intéressée à l'histoire de la culture matérielle britannique et j'ai compris que le bleu et blanc, depuis le XVIIe siècle, est considéré comme un symbole de l'aristocratie anglaise. Ensuite, je me suis intéressée à cette femme, qui n'est définitivement pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de l'épouse d'un riche industriel londonien, qui était par ailleurs le principal mécène de Rossetti.
et grand amateur de porcelaine bleu et blanc. Et donc, avec un regard plutôt sociologique, on pourrait voir dans ce tableau une mise en scène de son statut social, mais aussi une manière de clamer son appartenance à un certain cercle. Mais il existe de toute autre manière de regarder ce tableau. Et par exemple, avec un regard plutôt post-colonial, on pourrait voir tout autre chose. Par exemple, une scène de pouvoir à peine voilé, puisque que voit-on si ce n'est la représentante de l'élite d'un empire colonial en train de s'approprier un objet produit par une nation en déclin et quasiment colonisée par ce même empire. Mais si je me décentre complètement de l'objet, alors je pourrais y voir encore tout autre chose. Si je reviens à Rossetti lui-même, eh bien, je vous dirais qu'il était lui-même un grand amateur de porcelaine chinoise, qu'il collectionnait particulièrement les bleus et blancs, et ceci expliquerait peut-être l'énorme soin qu'il a apporté à la représentation de l'objet ici. Mais il y a l'angle du genre encore, et je vous dirais qu'il y a une association longue entre les femmes, l'univers domestique et aussi peut-être la futilité dans les représentations mentales depuis le XVIe siècle. Donc, mes recherches ont vraiment permis de montrer comment l'historiographie de la réception d'un objet d'art peut être enrichie par l'apport de différentes méthodologies et champs disciplinaires issus des sciences humaines afin d'éclairer cette histoire commune, cette histoire que nous partageons en Europe avec la Chine. Je vous remercie. Donc maintenant, je demande à Amaury Fougerousse de nous rejoindre. Il a soutenu son mémoire à l'Université de Nantes sur la pratique de la scène en terra verde à Florence, au Quattrocento. Lors du Quattrocento florentin se développe une tradition de la représentation de la scène qui orne la majorité des réfectoires des édifices religieux de la ville d'Ulysse. Cette iconographie constitue un creuset pour l'innovation picturale. Ainsi, les artistes les plus célèbres de la première modernité toscane théorisent un nouvel usage de la perspective afin de mettre en scène le dernier repas du Christ. Cette tradition a pour parangon la représentation de la scène par Léonard de Vinci, qui marque de manière indélébile l'image que nous nous faisons de l'épisode biblique. En parallèle de cette histoire de l'art que l'on pourrait qualifier d'officielle, se développe dans la province toscane un corpus de scènes qui se distingue par la technique de réduction chromatique employée pour leur réalisation, la terra verde. Après un tel état des lieux, que dire de ces fresques ? Jusqu'à présent, les historiens de l'art auraient insisté sur le fait que la monochromie est utilisée pour économiser sur le coût des pigments, ou bien auraient insisté sur le caractère retardataire de ces œuvres, peintes par des artistes ignorants des principes novateurs d'une Renaissance déjà largement entamée. Une première raison permettant d'expliquer cet emploi du camail vert est celle de la correspondance avec le besoin du commanditaire. Ces derniers perçoivent dans la monochromie une austérité permettant de renouer avec la modestie inhérente aux règles des ordres mendiants pour lesquels sont réalisées ces fresques. Une étude du contexte permet aussi d'expliquer plus pertinemment ce qui a pu amener à la constitution de ce corpus. En effet, si l'on se penche sur la localisation de ces édifices, l'on s'aperçoit rapidement qu'ils jalonnent un axe de pèlerinage menant à Rome. Ce corpus permet donc, par la réduction chromatique, une adaptation de l'iconographie et du message théologique à un public moins érudit. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur l'œuvre derrière moi, l'artiste profite de la technique afin de mettre en exergue les messages théologiques qui sont vus plus simplement. Ainsi, en premier lieu, l'institution de l'Eucharistie, par ces vers dont le rouge vif contraste avec le blanc de cette table penchée, qui s'apparentant à un présentoir, offre le sang du Christ au regardeur. Le second enseignement est celui de la trahison de Judas. L'Iscariote, représenté seul de son côté de la table, aux côtés de détritus et animaux, et prit la main dans le plat. La bourse contenant les 30 pièces d'argent, fruit de sa duplicité, bien en évidence sur sa cuisse. Un autre élément permettant de... le choix du vers est lui aussi très important puisqu'il correspond aux recommandations des penseurs contemporains tels que Marcille Ficin qui recommande son usage dans le cadre de la régénération physique comme psychique de l'homme, de l'esprit humain. Offrant au pèlerin l'occasion de profiter de son repas face à une représentation de celui du Christ dans une couleur restauratrice et permettant l'ascèse. Ainsi, ce sujet s'inscrit dans une histoire de l'art qui, bien que moins reluisante, permet de mettre en avant la pluralité et la réalité artistique d'une période étudiée depuis le XVIe siècle.
L'art s'adapte aux besoins du commanditaire et non pas à nos yeux contemporains. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à notre prochaine candidate, je voulais juste vous rappeler de bien écouter tout le monde, parce que vous pourrez voter en ligne. Le vote est déjà ouvert, mais vous pouvez voter après que tout le monde soit passé, jusqu'à 16h. Donc maintenant, j'appelle Romane Guillon de l'Université Paris-Nanterre, qui va nous présenter son mémoire, présenter et représenter les statues et groupes grecs et romains saisis par l'armée révolutionnaire au musée du Vatican, trajectoire des translocations et construction de la légende napoléonienne. J'ai pas mis 180 secondes pour le dire. Bonjour à tous. Vous a-t-on déjà parlé du plus beau de tous les trésors de guerre? Ce butin, c'est au Vatican que l'a conquis l'armée révolutionnaire, alors menée par un certain général Bonaparte. Mais imaginez seulement, 500 manuscrits parmi les plus précieux que l'on connaisse, les plus grands chefs-d'œuvre de Raphaël, du Caravage ou encore du Titien, mais surtout les plus belles merveilles de la statuaire antique. Parmi celles-ci, c'est une quarantaine de prodiges qui prend en 1797 la route de Paris. Le Laocoon, le Méléagre, le torse du Belvédère, le Pseudo-Phocion ou encore l'Ariane endormie prennent la suite de ce que l'on tient alors pour le plus haut idéal de l'art, l'Apollon du Belvédère. Si pour les États pontificaux, ces œuvres sont désormais des prisonnières de guerre, le Directoire s'en fait à l'inverse une idée tout autre. Aux yeux de la Révolution, ces œuvres arrachées aux griffes du pontife tyran rejoignent le patrimoine de la liberté d'une France héritière de la Grèce antique. Nos statues entrent triomphalement dans Paris en 1798, le jour de l'anniversaire de la chute de Robespierre. Elles sont dès lors investies d'une voix nouvelle. Tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous s'échapper de la bouche de notre bel Apollon la douce mélodie d'une chanson de geste, et de la lyre du Dieu résonne alors l'épopée de l'homme. Du Louvre où ils sont installés en 1800, Apollon et les autres nous racontent que Napoléon est avant tout un fils des Lumières. Sous son règne, le Louvre devient peut-être le premier musée universel au monde. Universaliste, il l'est assurément par ses collections réunissant tout ce qu'il y a de plus beau en Europe et au-delà. Cosmopolite, il l'est aussi par ses visiteurs français, anglais, italiens, cosaques ou ottomans, lesquels se réunissent au musée pour admirer gratuitement les chefs-d'œuvre de l'art. Par son musée comme par les moulages de ses statues essaimées aux quatre coins de l'Empire, c'est bien Napoléon qui apprend au monde ce qui est beau et ce qui est bon. L'itinéraire du Grand Tour en est ainsi redessiné. Si dans les années 1790, c'est de Rome qu'Anne-Louis Giraudet, inspiré par le Bacchus sardanapale du Vatican, peignait Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès, c'est bien de Paris qu'un tout jeune Jean-Auguste Dominique Ingres, inspiré par le Pseudo-Phocion du Vatican, remporte en 1800 le prix de Rome avec Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon. Napoléon y gagna 2 titres. Si ces statues rayonnent directement dans les yeux des visiteurs et dans les cœurs des poètes, c'est surtout lui qu'elles font rayonner indirectement, puisqu'elles forment les plus grands artisans de sa gloire. Comme un symbole, le bras gauche de notre Apollon semble indiquer, depuis la niche du Louvre où il est installé en 1800, l'entrée de la salle des Muses. Les 9 beautés grecques y trônent en majesté, dirigées par un Apollon cette fois-ci musagète. En somme, de 1797 à 1815, la cohorte des Muses s'établit au Louvre, Paris devient Montparnasse et Napoléon devient Apollon. Je vous remercie. Je vais maintenant demander à Naïs Hamon de nous rejoindre de l'Université de Nantes, qui va nous parler de son mémoire sur le sujet des regards et les défis de la représentation dans les nus féminins de l'œuvre d'Émilie Charmy. Pour le journaliste et romancier André Gibal, le nu féminin est le motif par excellence qui réunit les hommes et soigne les maux du monde moderne. Derrière chaque nu qu'il observe en peinture, il y voit un cadeau de l'homme pour l'homme. En d'autres termes, le nu féminin est une affaire d'homme. Pourtant, dans l'exposition pour laquelle il prononce ces mots, ayant pour unique thématique le nu féminin, une figure vient ébranler l'hégémonie masculine de l'accrochage, celle d'Émilie Charmy. Entre un nu de Delacroix, de Corot, de Cézanne ou de Matisse, la peintre s'affirme comme une digne héritière de cette tradition vue comme purement masculine. A-t-elle une place dans cette exposition car elle est l'unique artiste femme à peindre le motif durant l'entre-deux-guerres? Assurément non. Ou parce qu'elle se démarque plus qu'une autre? La réponse est encore une fois négative.
Charmy est une femme qui peint des femmes et qui pénètre ce milieu androcentré, car elle construit sa pratique en étroite relation avec les attentes d'un public essentiellement masculin. Pour le comprendre, il faut évacuer l'idée d'une figure exceptionnelle ou transgressive pour intégrer les questions de regard, de stratégie de représentation et de genre. Perçue par la critique comme une artiste qui peint en homme, à comprendre avec violence, et qui voit en femme, à comprendre avec sensibilité, son talent est reconnu sans pour autant remettre en cause l'ordre établi. Charmy fait du corps une figure en espace, suspendue dans des aplats sans perspective, comme seul et unique objet à observer et à scruter, qui d'une part éveille chez ces messieurs la domination et le désir, qui ne peuvent s'empêcher de dévorer d'un œil glouton les courbes de la chair, et d'autre part révèle un pan plus personnel du portrait nu, en toute intimité avec le modèle, comme ici, avec le portrait de l'auteur Colette. Si une fois dans l'espace d'exposition, les nus sont largement écrits et commentés par les hommes, les représentations les plus troublantes semblent conservées délibérément à l'abri des regards. Derrière chaque nu abandonné au spectateur et encensé pour ses qualités sensuelles, se trouve un nu dissimulé, plus intime, plus singulier, qui souvent s'apparente à la figure de la peintre elle-même. À la quête de l'exposition par ce motif convoité s'ajoute la quête de soi. Autofiguration ou autofiction, la limite est souvent floue entre son reflet et celui de ses modèles. Nu intime, nu sensuel, nu caché, nu dévoilé, nu d'une force dite masculine, nu d'une sensibilité dite féminine, nu portrait, nu autoportrait, les nus féminins d'Émilie Charmy incarnent cette interprétation normée, codifiée et contrôlée, tout en explorant un large éventail de possibilités. Je vous remercie pour votre attention. J'invite maintenant Clara Huguet de l'École du Louvre, qui a soutenu un mémoire sur les relations entre peintres et burinistes dans les Pays-Bas de la seconde moitié du XVe siècle. Bonjour à tous. Si jamais un jour il vous arrive de vous intéresser au vaste monde de l'estampe, alors très vite vous tomberez sur des œuvres un peu particulières, des estampes d'interprétation. Ce terme regroupe toutes les estampes qui ont été réalisées par un graveur qui transcrit avec sa technique une œuvre issue d'une technique tierce. Il arrive que le graveur d'interprétation collabore sur le long terme avec un artiste unique. La trace la plus ancienne de ce type de collaboration documentée à ce jour est celle entre Raphaël et Raimondi, dans l'Italie du début du XVIe siècle. Mais, quelques décennies auparavant, a eu lieu un foyer très prospère, à la fois du point de vue de la peinture et de la gravure, les Pays-Bas bourguignons. Pour la peinture, ce foyer est incarné par des grands noms, tels que Petrus Christus ou Hans Memling. Pour les graveurs, il s'agit plutôt de burinistes, donc de graveurs sur métal, souvent des monogrammistes, dont le plus prolifique est sans doute le maître W dans la clé. Mon mémoire s'intéresse donc aux relations entre ces peintres et ces graveurs. D'abord, d'un point de vue professionnel et personnel, peintres et graveurs semblent proches. En effet, les professions sont régies par un système assez strict de corporation, qui permet d'affirmer que les burinistes étaient des orfèvres. Or, peintres et orfèvres partagent à la fois un niveau de vie globalement assez similaire, mais surtout une très forte endogamie. Cette proximité sociale va même jusqu'à des cas d'hommes ayant reçu une double formation, à la fois membres de la guilde des peintres et des orfèvres. D'un point de vue stylistique, cette comparaison se soutient tout autant. En effet, autant du point de vue de l'iconographie que des compositions choisies, peinture et gravure se ressemblent. D'après les copies que j'ai pu étudier, j'ai pu établir que, bien que le burin était à ce moment-là une technique relativement récente, elle a rapidement pénétré l'univers à la fois professionnel et visuel des peintres. En effet, on y trouve autant des copies de gravures d'après des peintures que de peintures d'après des gravures. Néanmoins, aucun cas de collaboration de longue durée semble avoir été établi. Mais au sein du corpus, il existe un cas un peu particulier, celui de Allard du Halem.
Allard du Halem est le seul graveur à ne pas être anonyme, ce qui permet d'établir qu'il était architecte et sculpteur sur pierre, donc pas du tout orfèvre ni peintre. Néanmoins, au sein de son corpus se trouve un certain nombre d'estampes très proches des compositions de son compatriote et concitoyen Hieronymus Bosch, dont ce magnifique éléphant. Ainsi, il est probable que Allard du Halem n'ait pas gravé lui-même ses compositions, mais ait engagé un buriniste pour le faire, ce qui est corroboré par la présence de 2 monogrammes sur les planches. Si cette hypothèse est établie, alors il s'agirait du plus ancien exemple de collaboration entre un graveur et un artiste tiers. Je n'arrive pas à être assez cruelle pour empêcher la fin de la phrase. Je proposais maintenant à Émilie Jacot de nous rejoindre, qui a soutenu un mémoire à l'École du Louvre intitulé « Le Heaume et le Turban, imaginaire médiévaliste et orientaliste dans les peintures des salles des croisades de Versailles ou la pédagogie du roman national ». Bonjour. Qui parmi vous, cher public, a déjà visité le château de Versailles? Un grand nombre, je le vois à vos visages. Mais qui, en revanche, a eu l'occasion de pénétrer dans ces salles des croisades? Bien moins, il semblerait. Et pour cause, ces salles sont fermées au public depuis des années. De plus, elles appartiennent à un pan de l'histoire méconnu de Versailles, le règne de Louis-Philippe. Ce dernier est arrivé au pouvoir en 1830, alors que la France est divisée entre royalistes, républicains, bonapartistes et orléanistes. On ne peut pas dire que le nouveau roi soit très populaire. Ainsi, pour asseoir son pouvoir, il a l'idée de transformer Versailles en musée à toutes les gloires de la France. Ce qu'il entend par là, c'est que son musée doit rassembler tous les hauts faits du roman national, c'est-à-dire l'histoire de France telle qu'elle s'invente au XIXe siècle. Il espère ainsi réconcilier les Français et nourrir en eux le sentiment d'appartenance à la nation française. Mais les croisades dans tout cela, 5 salles leur sont consacrées, ce qui n'est pas pour déplaire aux vieilles familles royalistes dont beaucoup se targuent d'avoir un ancêtre croisé. Louis-Philippe fait d'ailleurs commander un décor néo-gothique qui nous plonge directement dans le Moyen-Âge. Mais il s'agit d'un Moyen-Âge tel que l'homme du XIXe siècle le fantasme. C'est ce que l'on appelle le médiévalisme. C'est l'occasion de représenter des chevaliers courageux, prêts à se sacrifier pour la chrétienté, de représenter une France conquérante, civilisatrice, coloniale. Car les croisades se passent en Orient et opposent chrétiens contre musulmans. Cela fait alors écho à l'actualité puisqu'au même moment, Louis-Philippe entreprend la conquête de l'Algérie. Cette conquête, il la met en scène dans les salles d'Afrique, qui se situent juste après celle des croisades dans le parcours de visite. De cette façon, l'entreprise coloniale semble être la suite logique des croisades, tout aussi légitime et sacrée. Pour représenter cet Orient à conquérir, les artistes font appel à un second imaginaire, l'orientalisme. Mais comment cet orientalisme et ce médiévalisme sont-ils mis en scène dans les salles des croisades? Un exemple parlant est le fait que dans les scènes de combat, les croisés sont représentés avec un aume sur la tête, tandis que les musulmans, eux, portent le turban, bien moins pratique pour se protéger des coups d'épée. Ce choix, puisque c'en est un, présente le croisé dans une force militaire, tandis que l'oriental, lui, apparaît dans une faiblesse exotique. Ainsi, dans mon mémoire, j'ai cherché à montrer comment est-ce que orientalisme et médiévalisme agissent comme des modèles pour le spectateur, qui, bien que éloignés par leur distance chronologique ou géographique, leur permettent de se penser en tant que Français. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie. J'invite maintenant David Jouette de l'École du Louvre aussi, qui a soutenu un mémoire qui s'intitule « Après la destruction, remodeler la ville, construction et reconstruction entre références au passé et projection vers l'avenir à Saint-Malo et à Lorient de 1943 à 1963 ». Je laisse la parole. Merci. Au cours de mes pérégrinations à travers la Bretagne, j'ai rencontré un certain nombre de personnes dont la majorité m'a demandé « Mais alors, de ces 2 villes, laquelle est la plus belle ?» Alors, il ne s'agissait pas de lancer un concours entre Saint-Malo et Lorient pour savoir laquelle de reconstruction avait été la mieux réussie, mais bien de partir de 2 exemples
que tout semble opposé, afin de vérifier les méthodes qui ont été suivies dans le cadre de ces reconstructions, ainsi que les choix qui ont pu être effectués. Donc je propose de nuancer tout de suite mon propos sur l'opposition entre les deux villes à partir de cette photographie, puisque je pense qu'une partie d'entre vous, si vous ne connaissez pas les deux villes, pourrait me dire que cette prise de vue a été effectuée à Saint-Malo en raison de cette façade de place qui se caractérise par une influence régionaliste. Or, cette photo a été prise sur la place Alsace-Lorraine de Lorient, qui rappelle étonnamment Saint-Malo, comme le disait René Ouvray, l'un des architectes d'opération qui est intervenu dans la reconstruction de Lorient. Donc ce travail a avant tout permis d'adopter un autre regard sur ces deux reconstructions, puisque habituellement les reconstructions sont soit étudiées d'un point de vue assez généraliste au niveau national, soit d'un point de vue plutôt monographique afin d'effectuer l'histoire d'une ville. Cet autre regard a également pu être porté sur les sources, puisque les archives étaient étudiées en regard de l'autre ville, ce qui a par exemple permis de mettre en avant le rôle des monuments historiques dans la reconstruction de Lorient. En somme, mon mémoire a permis de montrer que d'un côté, l'État a imposé une méthode qui a dû être suivie par l'ensemble des communes soumises à ce processus de reconstruction. Cette méthode était appuyée par une administration incarnée par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, ainsi que par un corpus juridique assez solide qui intervenait tant du point de vue de la validation des projets de reconstruction et d'aménagement que des financements. De l'autre, les villes ont eu une certaine souplesse afin de mettre en avant les priorités qu'elles souhaitaient dans le cadre de leurs projets. Pour moi, cette souplesse est ce qui permet de, comment dirais-je, d'expliquer les différences qu'on observe aujourd'hui entre Saint-Malo et Lorient. Eh bien, c'est cette tension entre d'un côté la volonté de faire référence au passé, à la ville disparue, et de l'autre, la volonté de faire correspondre la ville aux standards de l'époque, voire d'anticiper ces développements futurs. Et ce sont, de mon point de vue, tous ces débats qui ont animé les reconstructeurs au cours de la reconstruction. Voilà, je vous remercie. J'invite maintenant Manon Lorino, qui a soutenu son mémoire à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès, un mémoire qui est intitulé « Création sous dictée en France de 1857 aux années 1960, des productions médiumniques aux multiples facettes ». Un jour, tu seras peintre. Cette phrase, Augustin Le Sage l'entend en 1912 alors qu'il travaille dans une mine dans le nord de la France. Il se pose la question qu'on se poserait tous à sa place. Suis-je en train de devenir fou ? Par un ami, il découvre le spiritisme. Cette doctrine est née aux États-Unis en 1848 et s'est exportée en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle repose sur la croyance qu'il existe en chacun de nous une âme qui survivrait à la mort du corps. Mais cette survivance, elle n'est pas passive, puisque les esprits qui vivent dans le monde invisible pourraient rentrer en contact avec notre monde, le monde visible. Il n'y a donc plus de doute pour le sage, les voix qu'il a entendues sont celles des esprits qui le guident dans la mission qu'il a pour l'humanité, s'adonner à la peinture. Il n'est pas le seul à vivre une telle révélation. Des médiums qui s'ignoraient se mettent soudainement à peindre ou dessiner sous dictée. Alors la dictée, c'est un processus créatif très particulier qui repose sur la croyance que les esprits peuvent dicter des œuvres à des médiums. Ainsi, ces adeptes du spiritisme nous proposent un discours quasi unique dans l'histoire de l'art. Ils ne se présentent pas comme des artistes, mais comme des mains. Ils se prétendent responsables de la matérialité de l'œuvre, mais pas de l'idée. Alors, être artiste, est-ce un statut qu'on s'auto-attribue ou doit-on être désigné comme tel ? Et si on considère le récit qu'ils font de leur rôle dans la création, est-ce que la matérialité est une raison suffisante pour les déterminer comme artistes ? En fait, la matérialité aussi est bousculée par les œuvres médiumniques.
Parce qu'ils accordent, enfin les spirites accordent à la matière une capacité à agir sur le réel. En fait, si on prend l'exemple de Fleury-Joseph Crépin, qui en 1939 reçoit l'ordre par les esprits de peindre 300 tableaux, ces 300 tableaux sont censés mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Il finit d'ailleurs le 300e le 7 mai 1945. Ensuite, il reçoit une nouvelle commande des esprits, celui de peindre 45 tableaux merveilleux pour pacifier le monde. Il est mort après avoir réalisé le 43e. Peut-être est-ce pour ça que notre monde n'est pas en paix. L'art, en fait, il est perçu comme un biais d'action sur le monde, un biais qui est symptomatique d'une rencontre entre le spirituel et l'artistique. Ce monde que nous proposent les spirites, c'est un monde où le visible et l'invisible coexistent, un monde où l'invisible peut se rendre visible. Merci de m'avoir écouté. Avant d'accueillir notre prochaine candidate, je fais ma petite pause publicitaire pour vous rappeler que vous pouvez voter en ligne sur le site de l'INHA pour le prix du public quotidien de l'art. Donc maintenant, j'invite Zoé Lebacker, qui a soutenu son mémoire à l'École pratique des hautes études, un mémoire qui s'intitule « La matrice des images et des corps, quelques affinités formelles, iconographiques et linguistiques entre le cycle de l'enfantement et les modes d'animation des images divines », je ne dirai pas le mot entre parenthèses, je vais vous offenser, chez les Mexicas. Mesdames et messieurs, bonjour. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment naissent et vivent les images? Et si je vous disais qu'au-delà de l'Atlantique, il y a quelques centaines d'années, sur les rives du bassin de Mexico, des sages-femmes donnent vie aux images. Imaginez, nous sommes entre le 15 et le 17e siècle, et ces images sont dites Ixipla, en nahuatl, la langue parlée par les Aztèques, que nous nommerons aujourd'hui les Mexicas. Disons pour l'heure qu'elles se présentent sous deux formes. Il y a l'Ixipla en tant que définition du nouveau-né et l'Ixipla en tant que définition de l'image ou l'image divine. Celle-ci étant le plus généralement une statue, une effigie, en pierre, en terre, en argile. Toutes deux sont considérées à la fois comme des objets inertes qu'il faudrait animer et comme des êtres sociaux en devenir. On les teint de vêtements, de bijoux, mais aussi et surtout d'un visage. Dans les chants rituels qui nous sont parvenus, les sages-femmes racontent percer les yeux, métaphoriquement, des enfants, dit Ixipla, comme le maître potier et le tailleur de pierre, percent les yeux matériellement de leur création, qui deviendront statues ou effigies, et qui elles aussi prendront le nom d'Ixipla. Ils leur donnent un nom, les éduquent et leur attribuent une destinée sociale. Ils disent percer, mouler et chauffer ces matières inertes de chair, d'argile et de pierre. À l'instar de ce Dieu, représenté ici sur le Codex Vaticanus B, un codex divinatoire, qui en voulant animer l'enfant, s'apprête à lui percer les yeux comme on taillerait une pierre. Par ce geste technique, le Créateur divin, comme le tailleur de pierre, le maître potier, mais aussi la sage-femme, anime la matière. Mais alors que se passe-t-il lorsque le champ lexical de l'enfantement se mêle à celui de l'artisan, lorsque le ventre de la femme en gestation est comparé au four du potier et l'enfant à une céramique? Que se passe-t-il lorsque celui qui façonne les images divines, la Mentecatl, l'artisan, est aussi le nom que reçoit la sage-femme? Ma recherche questionne en somme le rôle de l'image et la relation que l'on tient aux images, mais aussi la relation des artistes, mais aussi la définition de l'artiste. C'est que la manufacture anime les images sans distinction, qu'elles soient corps ou objet. C'est qu'ici, chez les Mexicas, les gestes techniques s'affirment comme la matrice de la vie et l'image comme le thème qui les unit. Car dans ce monde, les statues, mais surtout les images, vivent aussi. Je vous remercie pour votre écoute.
Donc, nous allons maintenant entendre Jade Loisel, qui a soutenu un mémoire à l'école du Louvre intitulé « Petit homme deviendra grand », la représentation des hommes illustres sous les traits d'enfants dans la sculpture du 19e siècle. Mesdames, Messieurs, ce que la statuaire aime à nous montrer, ce qui est une religion ô combien universelle, c'est l'enfant. Des enfants, il y en a partout, assis, couchés, des farceurs et des tristes. Ces mots sont ceux du critique d'art Charles Fuster lors de sa visite au salon de 1898. En effet, ces mots témoignent du nouvel intérêt pour les enfants au XIXe siècle. Intérêt qui se retrouve dans le cercle familial, mais également dans les cultures, dans les politiques. Au même moment, une autre tendance vient aussi à se développer, celle du culte des grands hommes, à qui l'on rend honneur à travers des monuments publics. Mais toutefois, une troisième production sculptée, cette fois-ci plus méconnue, vient rassembler ces deux thématiques, celle de la représentation des grands hommes sous les traits d'enfants. Mais me direz-vous, pourquoi représenter un grand homme enfant alors que celui-ci pourrait être adulte dans une forme très glorieuse? Moi aussi, je me suis posé cette question. C'est donc à travers un corpus de plus de 120 œuvres, à la fois françaises, mais aussi italiennes, qui représentaient artistes, politiques, navigateurs, scientifiques, etc., qui avaient tous des traits d'enfants, que j'ai tenté de me poser cette question. La principale idée qui est mise en place à travers ces représentations-là a pour but notamment d'accentuer cette caractéristique géniale du grand homme. Caractéristique également visible dans cette sculpture, celle d'un jeune Lully, célèbre compositeur de Louis XIV. Lully, selon la légende, aurait été relégué aux cuisines de Madame de Montpensier alors qu'il était jeune, mais poussé par cette fièvre, il saute sur une table, prend son violon, se met à jouer à travers à ses pieds les légumes de la cuisine. Cette sculpture, elle a surtout pour but de montrer que le talent, il est déjà inné chez Lully alors qu'il est simple enfant. Talent qui a besoin de s'exprimer même si le lieu n'est pas adéquat. De même, ne trouvez-vous pas que cette sculpture nous rend le personnage plus familier, plus accessible, plus humain? De même, ces sculptures des grands hommes sous les traits d'enfants avaient notamment pour but une valeur pédagogique, celle de donner par exemple aux futurs citoyens de demain, les enfants du 19e, cette volonté de suivre des exemples qui leur étaient plus familiers, en tout cas plus proches d'eux. Ces sculptures ont un véritable succès, notamment dans les copies à la fois en bronze, mais en France, que l'on retrouve dans tous les habitats bourgeois. Ainsi, ils viennent nous rappeler que chaque génie était un jour un petit enfant. Merci beaucoup. Donc, nous accueillons maintenant Agathe Merlot, qui a soutenu son mémoire de Master 2 à l'Université de Lille, qui est intitulé « Les cires mythologiques polychromes du XVIIe et du XVIIIe siècle, histoire d'un produit rare et méconnu ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Londres pour cette vente Bonhams Home and Interiors. Lot numéro 84. Nous présentons à la vente cet étonnant relief en cire attribué à Giovanni Francesco Pieri, un modeleur de cire originaire de Prato. Nous débutons les enchères à 1000 livres, 1100 dans la salle, 1200, 1300, 1400 au téléphone, 1500 en ligne, 1500 dernière chance, adjugé, vendu. 1500 livres sterling, c'est le prix auquel a été vendue cette cire en 2018. À l'heureux propriétaire, ne surtout pas exposer cette cire sur la cheminée. À l'évocation de la sculpture de cire, son emploi préparatoire nous vient en première à l'esprit. D'illustres artistes tels Poussin, Gambologna ou encore Cellini ont fait usage de la cire pour réaliser des prototypes. D'autres ont tiré parti de cette matière malléable et fine par excellence pour façonner des œuvres définitives. C'est l'iconographie mythologique, sujet rare et méconnu dans le jalon de la sculpture de cire, qui a retenu mon attention.
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce thème traverse toutes les sensibilités artistiques. Il est représenté par une poignée d'artistes séroplasticiens, majoritairement germaniques, et par 2 cas isolés, l'un flamand et l'autre italien. Si vous contemplez cette cire de Pieri, vous reconnaîtrez certainement la célèbre toile représentant Vénus et Adonis peinte par Titien. Cet épisode issu des Métamorphoses d'Ovide met en scène les derniers instants entre la déesse de la beauté et son amant Adonis avant qu'il ne périsse à la chasse. À la frontière entre l'art sculptural et l'art pictural par ses couleurs attrayantes, on décèle à travers ce relief une volonté de rivaliser avec l'un des plus grands peintres de la Renaissance italienne. Bien que la cire offre de nombreux avantages entre les mains de l'artiste, elle présente des inconvénients lorsqu'elle est sous la responsabilité du conservateur et du restaurateur. À la chaleur, elle fond. Ce fut le sort réservé à la poupée de cire de Sophie de Réan dans le roman à succès de la comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. À basse température, elle se fragilise et se rétracte. Elle connaît une modification de sa chrome sous l'action de la lumière. Sous une lumière trop intense, la polychromie s'éclaircit, tandis que l'obscurité permanente la fonce. Les campagnes de restauration sont complexes et chronophages, mais comme l'écrit le restaurateur Didier Bénénou, la renaissance d'œuvres séroplastiques procure en retour une émotion forte et authentique. Cher public, merci de votre attention. Nous allons maintenant entendre Flavie Ram, qui a soutenu un mémoire à l'École des hautes études en sciences sociales, intitulé Maina Miriam Munsky, une échographie du féminisme allemand. Vous êtes-vous déjà imaginé vivre dans un monde semblable à celui que décrit Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes au début des années 30 ? Un monde où la procréation ne passe plus par le corps des êtres humains, mais par des utérus artificiels. Maina Miriam Munsky, artiste allemande née en 1943, elle s'est déjà posé la question, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Un tableau qu'elle peint en 1981, mais qui n'est pas tant que ça inspiré par le roman de Huxley, mais plutôt par la naissance, en 1978, du premier bébé éprouvette. Les bébés éprouvettes, c'est l'autre nom que l'on donnait aux bébés issus de la FIV, la fécondation in vitro. Cette technique qui permet de développer l'embryon dans ses premières semaines en laboratoire avant qu'il soit introduit dans le corps de sa future mère. La FIV, qui est donc inventée à la fin des années 70, fait la une des journaux. Cette nouvelle technologie médicale apparaît comme étant presque miraculeuse. Munsky en entend parler et ce n'est pas par hasard. L'artiste s'intéresse à la grossesse, à l'accouchement et à la médicalisation du corps de la femme depuis le début de sa carrière. En 1970, elle peut aller dans une clinique berlinoise pour prendre en photo divers examens, auscultations, scènes d'accouchement. Ce sont ces photographies qui lui servent d'inspiration dans la majeure partie de sa carrière. Elle peint les corps des femmes lorsqu'ils sont auscultés, lorsqu'elles accouchent. Le corps des femmes, pas vraiment, puisque finalement, dans les tableaux de Munsky, ce qui est visible, c'est la médecine. C'est le médecin et c'est le corps dans cette médicalité, dans cette froideur, dans ces salles d'hôpitaux. Aussi, les années 70 correspondent à la naissance de la seconde vague féministe, en Allemagne et partout en Occident. Les féministes de l'époque revendiquent que leur ventre et leur corps leur appartiennent. Et dans ce cas-là, les images de Munsky semblent nous parler, puisque Munsky montre un corps dépossédé dans ces images médicales. Souvent, le corps de la femme est découpé. On ne voit que sa jambe, on ne voit que son bras, on ne voit que son bas-ventre, on voit le médecin, on voit le bébé en train de naître, mais on ne voit pas vraiment la femme. Ainsi, les féministes sont très inspirées par les tableaux de Munsky. Munsky, critique réaliste, dans une Allemagne très énervée contre la conception trop réaliste et fade des Américains, inspirés par la société de consommation. Elle fait partie de groupes de création où c'est la critique qui prime. Certains critiquent donc cette société de consommation, d'autres critiquent la mécanisation du monde, elle critique cette médicalisation qui ne fait que d'augmenter. En effet, Munsky, né au début des années 40, a vécu l'invention de l'échographie dans les années 60. Elle a aussi vécu donc l'invention de la FIV. Et c'est cette invention qui la perturbe beaucoup, puisqu'elle peint ce tableau en 81, et c'est un des derniers tableaux qu'elle réalise en rapport avec cette médicalisation de la procréation. Merci.
vais maintenant inviter Monica Seychanou à nous rejoindre. Elle a soutenu un mémoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur la réception des formes tissées de Leonard Tony et la place des textiles dans l'art new-yorkais de la seconde moitié du XXe siècle. Imaginez des sculptures en textile, flottant dans l'air, défiant les conventions de la gravité et des tissus traditionnels. Des œuvres qui ne se contentent pas d'habiller des murs, mais qui envahissent l'espace. Voilà ce que Leonard Tony a accompli dans les années 1960, révolutionnant à jamais la perception du textile. Leonard Tony, une artiste états-unienne, a été la pionnière du mouvement appelé Fiber Art. Au cœur de son travail, les formes tissées, ces sculptures textiles tridimensionnelles, souvent monumentales et suspendues au plafond, sont un exemple parfait de sa capacité à réinventer un médium ancien. Par son usage de la technique du tissage ouvert, Tony a su libérer le textile de sa fonction traditionnelle d'utilité et de décoration pour en faire un objet d'art à part entière. Nous sommes dans l'Amérique des années 1960. L'art change, les conventions s'effondrent et les artistes de New York, où Tony a vécu et travaillé pendant 5 décennies, sont à la tête de cette révolution. C'est aussi une époque de bouleversements sociaux où les artistes femmes comme Tony commencent à mettre en question les rôles qui leur sont imposés. Cependant, la reconnaissance de Tony ne fut pas immédiate. Son travail novateur n'a été apprécié pleinement qu'à la fin du XXe siècle, voire dans les années 2000. Et c'est justement là que cette recherche devient essentielle. Nous croyons connaître l'art américain des années 1960-70, mais cette vision est partielle. Derrière des figures emblématiques comme Andy Warhol ou Jackson Pollock se cachent des artistes comme Tony, dont l'apport, bien que moins médiatisé, a été tout aussi révolutionnaire. En étudiant sa vie et son œuvre, nous découvrons une compréhension beaucoup plus riche et plus nuancée de cette période. L'innovation artistique ne se limitait pas à la peinture, à la sculpture, ni même aux nouveaux médias. Elle prenait aussi la forme de fils et de textiles. Par son approche novatrice du tissage, Tony nous invite à reconsidérer ce que nous percevons comme de l'art et à questionner les hiérarchies qui, pendant longtemps, ont maintenu les femmes et leurs œuvres à la marge. Ce travail de recherche permet donc aussi de réévaluer le rôle de ces artistes souvent oubliés qui, pourtant, ont profondément influencé l'évolution de l'art américain. Mais revenons à ses œuvres. Cette technique du tissage ouvert qu'il a perfectionnée permet de créer des espaces vides dans la trame, donnant à ces sculptures une légèreté unique. Des œuvres aériennes, presque en mouvement, qui nous obligent à réinventer notre relation à l'espace et à la matière. En créant ces formes tissées, Tony a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes textiles et a transformé un médium ancien en un vecteur d'avant-garde. Son héritage, c'est la liberté d'expression dans un médium qui était considéré comme mineur, la liberté d'oser. Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant écouter Sarah Sicolo, qui a soutenu un mémoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui s'intitule « Migration dans l'espace méditerranéen, la contribution de l'art vidéo entre 2002 et 2021 ». Quelles sont les premières images qui vous viennent à l'esprit quand on parle de migration dans la Méditerranée? Il s'agit tout probablement de photographies de bateaux surchargés de migrants qui sont en train de traverser la mer ou de débarquer sur les côtes méditerranéennes. Ces images, elles sont souvent transmises par des médias de masse, comme des journaux télévisés ou un certain type de cinéma documentaire, et elles nous restituent une image ou narration déshumanisante des migrations. Or, contre cette narration, depuis les débuts des années 2000 jusqu'à nos jours, plusieurs artistes ont décidé de s'approprier l'image documentaire pour restituer une nouvelle vision de la migration dans l'art vidéo. Comment ces artistes se sont demandé l'art peut-il représenter une réalité si complexe? Selon l'artiste Ursula Beeman, l'art documentaire ne doit pas concevoir la réalité comme un élément à reproduire, mais plutôt comme un effet à créer. De cette manière, dans son installation vidéo, l'artiste suit deux groupes de migrants qui vont de l'Afrique de l'Est jusqu'à les côtes méditerranéennes
pour faire référence à des différentes géographies, mais aussi à des différentes temporalités, car la migration est une question qui fait référence au présent, mais aussi à l'histoire coloniale. De manière similaire, un autre artiste, John Akenfra, dans son installation à 3 écrins que vous voyez derrière moi, a décidé de mélanger des images qui font référence à la migration dans la Méditerranée avec d'autres qui renvoient plutôt à l'histoire de l'esclavage ou encore à des questions environnementales actuelles. De cette manière, il nous démontre comment la migration dans la Méditerranée est un phénomène complexe qui assume une dimension répandue dans le temps et globale. Cette complexité est au cœur de la pratique de plusieurs artistes. Et telle est la raison pour laquelle les artistes se sont de plus en plus tournés vers la vidéo, un médium à son tour complexe, pour parler de migration de manière plus complète. Devant à une autre installation, l'installation qui est intitulée Western Union Small Boats et qui a été réalisée par l'artiste Isaac Julien, le philosophe Boris Groys observe comment, dans l'art contemporain, les images de migrants exercent la même fonction qui était exercée par les images de martyrs chrétiens à la Renaissance. Elle nous montre une vision de la souffrance humaine et elle nous invite à réfléchir. De cette manière, l'art contemporain repropose une question ancienne. L'art peut-il améliorer le monde? Peut-être pas, il conclut, mais au moins, il peut nous aider à réfléchir aux manières de le faire. Merci. Donc, nous allons maintenant entendre Grégoire Suillot, qui a soutenu sa thèse, pas du tout, son mémoire, peut-être un jour, je ne sais pas, à Sorbonne Université, intitulée L'épidémie graphique, stratégie de l'image et de l'action publique au sein de l'association ACT UP Paris. Si vous étiez devant votre téléviseur le 27 mars 1982, alors peut-être vous souvenez-vous de cette phrase. Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui se manifestait déjà en Afrique et qui frappe à présent l'Occident. Une particularité, elle ne touche que les homosexuels mâles et surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. Non, vous n'êtes pas devant les guignols de l'info, mais bel et bien au journal de 20h. On se souvient tous et toutes du traitement médiatique du VIH, des stéréotypes homophobes, aux propositions de Sidatorium de Jean-Marie Le Pen. Mais peut-être vous souvenez-vous mieux encore de ce qu'a été le premier SIDAction en 1994 ou de ce qui a été appelé non sans humour l'encapotage de l'obélisque de la Concorde par ACT UP Paris. Tout commence en 1989. Didier Lestrade, un jeune journaliste, voyage à New York. Il découvre ACT UP. Immédiatement frappé par les graphismes audacieux de l'association, à l'instar de ceux caricaturant Ronald Reagan, il décide d'importer l'association. L'initiative prend rapidement forme, une équipe se regroupe et les graphismes foisonnent. Pour certains militants ACT UP, mai 68 est un événement marquant. Les graphismes des étudiants de l'atelier populaire des Beaux-Arts font figure d'inspiration. Certains motifs 68 arts, comme la main imbibée dans le faux sang ou le motif du poing levé, deviennent des constantes chez ACT UP. Vous comprenez où je vous emmène. La tradition militante de l'Hexagone et l'art contemporain américain se rencontrent dans un foisonnement massif d'images, comme en témoigne l'affiche en face de vous. Il n'est pas impossible alors que vous y voyez à la fois une référence à la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix et aux typographies franches et criardes de l'artiste new-yorkaise Barbara Kruger. C'est alors qu'on ne parle plus uniquement d'épidémie sanitaire, mais également d'épidémie graphique. Les caricatures de Ronald Reagan sont adoptées en France. À la place, on y trouve Jacques Chirac portraituré derrière des barreaux. ACT UP Paris se réclamait d'un objectif. Il s'agissait de produire un contre-discours préventif et scientifique opposé aux médias dominants. Deux moyens, la désobéissance civile et des images. Des images qui, dans leur violence, charge tragique et même parfois humour, parviennent à hisser des voix minoritaires en passant par la petite porte. Mon angle d'étude était devenu très clair. Il s'agissait pour moi de prouver la puissance effective des images, une puissance qui s'acquiert par des choix graphiques forts et des références précises. À présent, le temps a passé et ACT UP n'est plus autant connu qu'en 1992, mais ne nous méprenons pas et continuons de regarder ces images. Car comme l'a si bien rappelé Stéphane Abriol du MUSEM, VIH, SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Continuons de regarder ces témoignages visuels et ne cessons de nous informer.
Je vous remercie. Nous allons maintenant accueillir notre dernière candidate. On va repartir un tout petit peu dans le temps. Nous accueillons Lucie Tellier-François de l'Université de Franche-Comté qui va nous parler du retable de la Passion de la basilique Notre-Dame de Beaune, sculpté le sacré dans le duché de Bourgogne entre 1500 et 1550. Pour finir, je vous propose de revenir quelques semaines en arrière sur la route des vacances, direction la Bourgogne. Si vous entrez dans une des églises bourguignonnes, vous découvrirez peut-être des retables plus ou moins monumentaux qui sculptent dans la pierre des histoires religieuses aux multitudes de personnages. Le retable de la Passion, que vous voyez sur cette diapositive, est aujourd'hui exposé dans la basilique Notre-Dame de Beaune et fait partie de ses œuvres. Son iconographie, ses caractéristiques stylistiques ou encore son histoire ont occupé mes recherches pendant 2 ans. Si l'histoire matérielle du retable peut être connue assez facilement, on sait que le retable a changé d'apparence depuis sa création, son contexte de commande reste quant à lui relativement flou. On ne connaît ni le commanditaire, ni le lieu de destination initial de cette œuvre. Et de manière générale, lorsque nous nous intéressons au retable sculpté de la première moitié du XVIe siècle en Bourgogne, nous assistons à une histoire de l'art quelque peu désincarnée en comparaison au XVe siècle bourguignon, peuplé de grands noms de mécènes et de sculpteurs. Pourtant, il m'a été possible de regrouper autour du retable de la Passion 12 autres retables ou reliefs sculptés, tous datés des années 1520 aux années 1550 et très proches stylistiquement du retable de la Passion de Beaune. En croisant la datation de ces œuvres et leur emplacement géographique avec les mentions que nous retrouvons dans les archives d'un certain Mestre Quentin ou Quentin Bouchier, il est alors possible d'avancer une hypothèse d'attribution. Le retable de la Passion, ainsi que les 12 autres œuvres de ce corpus, aurait pu être produit par Quentin Bouchier, sculpteur originaire de Semur-en-Auxois, et son atelier. Le retable de la Passion est donc une œuvre d'origine bourguignonne, une œuvre locale. Mais cette œuvre réadapte différentes références que nous retrouvons dans les œuvres sculptées, graphiques ou encore peintes, produites extérieurement au duché de Bourgogne. Par exemple, la forme en T inversé de ce retable où la compartimentalisation est à rapprocher des retables brabançons de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Un autre exemple, l'usage du staccato ou encore la présence des sibylles est quant à elle à relier à la première Renaissance française. Si vous passez par la Bourgogne, je vous invite donc à aller jeter un œil à ces œuvres qui synthétisent avec brio diverses références à la croisée des traditions gothiques et des nouveautés de la première Renaissance française. Je vous remercie. C'est un très beau gong pour finir. Donc, avant que le jury ne se retire pour délibérer, que vous ne puissiez encore voter en ligne, vous avez jusqu'à 16h pour le faire, je voudrais quand même qu'on réapplaudisse toutes les candidates et tous les candidats. C'est un exercice qui est quand même très difficile. Moi-même, je ne l'ai jamais fait, jamais osé. Donc, je suis très admirative à chaque fois. Si vous êtes en Master 2 en septembre, que vous venez de commencer, n'hésitez pas à penser que l'année prochaine, ce sera peut-être vous qui serez sur cette scène. Je voulais aussi remercier, on ne l'a pas dit nommément, Blue Bellum, qui est la personne avec qui on fait ces formations préalablement à chaque année, que ce soit pour le master ou pour la thèse au festival. C'est un partenaire précieux qui, je pense, apporte beaucoup aux candidats et candidates. Je vois plein de têtes qui hochent, donc je pense qu'on est tous d'accord. Merci d'avoir fait ça à la fin. Le petit bip, c'est super.
Donc pour voter, vous avez des QR codes pour le Wi-Fi pour vous emmener vers le site. Vous avez jusqu'à 16h pour le faire et nous nous retrouvons ici pour annoncer les prix du jury et le prix du public quotidien de l'art. Merci.